Mes parents m'ont appelé, une erreur. Ils ont donné mon poste à mon frère. J'ai gardé le silence. 14 jours plus tard, j'ai bloqué tous leurs comptes bancaires. Ils sont venus en pleurant. Je suis une erreur. C'est exactement le mot que mon père a utilisé pour me décrire, sans le moindre tremblement dans la voix, au milieu d'un dîner de famille, quelque part entre le fromage affiné et le dessert sucré. Après avoir consacré 10 années entières de ma vie, sacrifié mes nuits, ma jeunesse et ma santé mentale pour bâtir et consolider leur empire logistique, ils ont ri. Ils se sont moqués de mon projet de vie. Ils m'ont dit, avec une condescendance insupportable, que je poursuivais une fantaisie ridicule. Mais ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils levaient leur verre de cristal rempli de vin rouge hors de prix à la santé de mon frère incompétent, c'est qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort financier. Dans mon dos, ils ont volé mes idées. Ils m'ont effacé de l'histoire de l'entreprise comme si je n'avais jamais existé. Et juste au moment où je pensais qu'ils ne pouvaient pas tomber plus bas dans l'abjection, ils m'ont viré, m'ont coupé de mon équipe et m'ont accusé de fraude pour couvrir leurs propres crimes sordides. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Disons simplement qu'ils ont oublié un petit détail crucial, ils ont oublié qui finançait réellement tout ce qu'ils possédaient, du toit au-dessus de leur tête jusqu'aux voitures de luxe dans leur garage. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais j'ai appris à mes dépens qu'on peut tout à fait les détruire légalement quand ils deviennent toxiques. Avant de vous raconter dans les moindres détails comment j'ai mis à genoux l'une des plus grandes familles bourgeoises du Havre, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir pour écouter cette histoire de justice. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule dans ce combat. C'était un dimanche soir de début mars, une de ces soirées typiques de la Normandie où le ciel semble peser sur la terre. La pluie fouettait violemment le pare-brise de ma berline alors que je roulais sur la route côtière sinueuse menant à Sainte-Adresse. Le ciel était d'un gris d'acier, lourd, menaçant et impénétrable, reflétant parfaitement mon état d'esprit tourmenté. Mes parents m'avaient invité à dîner dans la grande maison familiale, ce manoir imposant qui dominait la falaise. Ce n'était pas inhabituel en soi, nous avions ces dîners rituels, mais le ton était différent cette fois. L'atmosphère était chargée d'électricité statique. L'email de ma mère, Ghislaine, ressemblait plus à une convocation judiciaire formelle qu'à une invitation maternelle chaleureuse. Il disait simplement, dimanche, 19h précise. Tenue correcte exigée. Discussion importante concernant les transitions récentes de la holding. Transition. Ce mot résonnait dans ma tête. Mon œil, oui. Je savais exactement de quoi il s'agissait, ou du moins, je pensais le savoir. Une autre mise en scène théâtrale pour flatter l'ego démesuré de mon frère cadet, Thibaut. Le manoir de mes parents se dressait là, face à la mer déchaînée, une bâtisse massive en briques rouges et silex noir, froide et intimidante, entourée de grilles en fer forgé. Tout dans ce quartier huppé respirait l'argent ancien, la discrétion et le jugement silencieux. Les arbres dans l'allée semblaient avoir été plantés par des architectes militaires, alignés au millimètre près, froids et contrôlés, exactement comme tout ce que touchaient Baudouin et Ghislaine. Je suis sorti de ma voiture, luttant un instant contre le vent glacial, serrant contre ma poitrine le dossier en cuir épais contenant le projet Neptune. C'était mon bébé. C'était l'œuvre de ma vie. 2 ans de travail acharné, de calculs nocturnes et de négociations pour automatiser la gestion des conteneurs sur le port du Havre. J'avais calculé chaque centime, optimisé chaque trajet, prévu chaque risque. Ce projet allait faire économiser à l'entreprise 20% de ses coûts opérationnels dès la première année, une révolution dans notre secteur. Je me disais que ce soir, enfin, ils allaient voir. Ils allaient comprendre que je n'étais pas juste la fille aînée laborieuse et sérieuse, mais l'avenir brillant de cette société. J'ai monté les marches en pierre glissante, mes talons claquant sinistrement dans le silence oppressant de l'allée. J'ai pris une profonde inspiration, l'air salin et iodé remplissant mes poumons, essayant de calmer les battements désordonnés de mon cœur. J'avais 32 ans, j'étais directrice des opérations respectées par tous les dockers, et pourtant, chaque fois que je franchissais ce seuil maudit, je redevenais cette petite fille insécure qui cherchait désespérément une miette d'approbation dans le regard de glace de son père. Je ne savais pas encore que ce soir, l'approbation serait la dernière chose que je recevrais. Je ne savais pas que je marchais droit vers mon exécution publique.
J'ai poussé la lourde porte en chêne massif qui s'est ouverte sans un grincement. L'intérieur sentait la cire d'abeille ancienne et les lys blancs, une odeur entêtante qui me rappelait toujours une église ou un funérarium. Je n'ai jamais su faire la différence ici. Je suis entré dans la salle à manger. Le même lustre en cristal massif, héritage des temps glorieux, pendait au-dessus de cette ridicule table en acajou où j'avais passé la moitié de ma vie à essayer de gagner des éloges qui ne venaient jamais. Thibaut était déjà assis, trônant comme un petit roi. Chemise en soie blanche ouverte au col, un verre de grand cru classé à la main, il arborait ce sourire suffisant et carnassier qui me donnait envie de hurler. Il avait 29 ans, mais il agissait comme un adolescent gâté et capricieux qui vient de recevoir les clés de la voiture de sport de papa sans avoir le permis. Thibaut n'avait jamais travaillé une vraie journée de sa vie à la sueur de son front. Il passait ses journées à réseauter dans des clubs de golf exclusifs et ses nuits à dépenser l'argent de l'entreprise dans les casinos de Deauville ou les boîtes de nuit parisiennes. Pourtant, aux yeux aveugles de mes parents, il était le prince héritier, l'élu, le fils prodigue. Le dîner a commencé par des banalités insupportables sur la météo et les voisins. Des sourires forcés qui ne montaient pas jusqu'aux yeux, le bruit agaçant des fourchettes en argent contre la porcelaine fine de Limoges. J'attendais, mesurant chaque respiration, guettant le moment propice. J'avais répété mes mots tant de fois devant mon miroir. Je voulais présenter Neptune au moment opportun, entre la poire et le fromage. Mais Baudouin, mon père, a levé la main impérieuse pour demander le silence avant même que l'entrée ne soit débarrassée par la domestique. « Nous avons une grande nouvelle à annoncer ce soir », a-t-il déclaré, sa voix de baryton résonnant dans la pièce comme un verdict sans appel. Il ne me regardait pas. Il regardait Thibaut avec une fierté, une adoration que je n'avais jamais vue diriger vers moi, même lorsque j'avais majoré ma promotion à l'école de commerce. Comme vous le savez, je compte prendre du recul l'année prochaine pour raison de santé. Le conseil d'administration et moi-même avons décidé, après mûre réflexion, qu'il était temps de nommer officiellement le prochain président-directeur général pour assurer la transition en douceur. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. C'était le moment. C'était enfin mon tour. J'étais la seule qualifiée, la seule légitime. Je connaissais chaque docker sur le port par son prénom, chaque ligne de code du système logistique, chaque faille de sécurité. J'avais redressé la filiale de Marseille quand elle coulait et perdait des millions. C'était logique. C'était mérité. C'était juste. Thibaut, a dit mon père en marquant une pause théâtrale, prendra la direction générale du groupe à partir du mois prochain. Le silence qui a suivi n'était pas dramatique. Il était vide. Absolu. Un trou noir qui aspirait tout l'air de la pièce. J'ai cru avoir mal entendu, que mon cerveau me jouait un tour cruel. Thibaut. Celui qui ne savait même pas différencier un conteneur DRY d'un conteneur réfère? Celui qui pensait que la logistique consistait à commander des camions? J'ai posé ma fourchette lentement, avec une délicatesse absurde compte tenu de la violence du choc. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage froide et liquide qui montait de mes entrailles. Pardon? Ai-je dit, ma voix étonnamment calme, presque détachée. Papa, tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est une blague? Thibaut ne connaît rien aux opérations. Le projet Neptune, je viens de finir les plans définitifs. C'est moi qui ai restructuré toute la chaîne d'approvisionnement depuis 5 ans. Baudouin a soupiré bruyamment, comme si je l'ennuyais avec mes jérémiades d'enfant. Il a fait tourner son vin dans son verre, observant les larmes rouges sur le cristal, a pris une gorgée lente, puis m'a regardé comme si j'étais une stagiaire impertinente qui avait parlé sans permission lors d'une réunion importante. Neptune est un excellent projet technique, Clarisse, a-t-il dit d'un ton plat et administratif. C'est pourquoi Thibaut va le présenter à la Conférence nationale des transporteurs la semaine prochaine. Ce sera son projet phare, sa carte de visite pour inaugurer sa présidence et montrer au monde sa vision. Son projet? J'ai failli m'étouffer avec ma salive. C'est mon travail. C'est ma recherche. C'est mes nuits blanches. Il n'a même pas lu le dossier d'introduction. Il ne sait même pas ce qu'est un algorithme d'optimisation. Allons, Serette, intervint Thibaut avec un petit rire méprisant qui me donna envie de lui lancer mon verre au visage. Tu sais comment ça marche dans le vrai monde. Toi, tu es la technicienne, la petite main. Tu es douée avec les chiffres, c'est vrai,
personne ne le nie. Mais moi? Je suis l'image. Je suis la vision. Je suis le charisme. Personne ne veut suivre une femme austère qui passe sa vie dans des entrepôts poussiéreux avec des ouvriers. Je me suis tournée vers ma mère, espérant un soutien, un reste d'instinct maternel, une once de justice féminine. Ghislaine a simplement incliné la tête, ses perles de culture brillant sous la lumière crue du lustre. « Chérie, ne sois pas difficile », a-t-elle dit doucement, de cette voix mielleuse qui cachait souvent du venin. Ton frère a besoin de ce succès pour s'établir et gagner le respect des actionnaires. Tu resteras son bras droit. C'est une position très honorable pour une femme de ton âge. Tu pourras l'aider avec les détails ennuyeux, la paperasse, tout ce que tu aimes faire. Les détails ennuyeux. C'est ainsi qu'ils appelaient mon expertise, ma passion, ma vie entière. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, chaudes et acides, mais je refusais catégoriquement de les laisser couler. Pas devant eux. Pas devant ces prédateurs. Je ne serai pas son assistante de luxe, ai-je tranché, ma voix gagnant en force. Je mérite ce poste. J'ai gagné ce droit par mon travail. C'est là que le masque est tombé définitivement. L'air dans la pièce a changé, devenant lourd, toxique, irrespirable. Baudouin a posé son verre avec un bruit sec sur la table, faisant teinter l'argenterie. Son visage, habituellement impassible et maître de lui, s'est tordu dans une grimace de dédain pur. « Tu mérites » répéta-t-il, sa voix montant d'un cran, vibrant de colère contenue. « Tu penses que tu as des droits ici ? Laisse-moi t'expliquer quelque chose, ma pauvre fille, quelque chose que nous avons eu la délicatesse et la pitié de te cacher toutes ces années. » Il s'est penché en avant, ses yeux gris acier plantés dans les miens comme des poignards. « Tu n'es pas faite pour diriger, Clarisse. Tu n'as jamais eu l'étoffe d'un chef. Tu es trop émotive, trop rigide, trop laborieuse. Et franchement, tu es une erreur. Une erreur de parcours. Le jour où ta mère est tombée enceinte de toi, c'était un accident, un échec de contraception. Nous n'avions pas prévu ça. Nous ne voulions pas d'enfant à ce moment-là. Thibaut. Thibaut est l'enfant que nous voulions. Celui qui a été désiré, planifié, conçu pour porter le nom et l'héritage des Valois. Les mots ont frappé comme des balles de gros calibre en pleine poitrine. Une erreur. Il ne l'avait pas dit sous le coup de la colère passagère. Il l'avait dit comme on énonce un fait scientifique irréfutable. Comme si c'était une vérité absolue qu'il gardait sur le bout de la langue depuis 32 ans. Ghislaine n'a pas bronché, elle a continué à couper sa viande, méticuleusement, sans lever les yeux. Ton père est dur, Clarisse, mais il est réaliste. Tu as toujours été, compliquée. Trop intense. Trop sérieuse. Thibaut est solaire. Il rassemble les gens. Toi, tu les effraies avec ton intelligence agressive et ton manque de souplesse. Je suis restée assise, clouée sur ma chaise Louis XV, incapable de bouger. Mon cerveau refusait de traduire ce que je venais d'entendre. J'étais une erreur. Une complication. Tout ce que j'avais fait, mes diplômes avec mention très bien, mes heures supplémentaires non payées, les week-ends sacrifiés, les Noëls passés au bureau pour sauver des cargaisons urgentes, tout cela n'était qu'une tentative pathétique et inconsciente de justifier une existence qu'il regrettait depuis le début. Thibaut a ricané, brisant le silence de mort. Allez, ne fais pas cette tête de victime. Je te laisserai garder ton bureau. Enfin, peut-être un plus petit au rez-de-chaussée, j'aurai besoin du tien pour y mettre ma table de billard et recevoir mes clients. J'ai regardé ces 3 personnes. Ma famille. Mon sang. Ils étaient en train de me dévorer vivante, un morceau à la fois, tout en sirotant un Bordeaux millésimé à 200 € la bouteille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, non. C'était l'espoir. L'espoir stupide, tenace et enfantin qu'un jour, si je travaillais assez dur, il m'aimerait pour ce que j'étais. Cet espoir venait de mourir sur cette table en acajou, entre le rôti et les haricots verts. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, entendant vos propres parents vous traiter d'erreur accidentelle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous tout cassé? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez ressenti et quelle aurait été votre réaction immédiate.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai pris ma serviette en lin brodé, je me suis essuyé la bouche avec une lenteur délibérée et je me suis levée. Mes jambes semblaient faites de plomb, mais je tenais bon, droite comme un i. Merci pour ce dîner instructif, ai-je dit. Ma voix était méconnaissable, vide de toute émotion, comme si elle appartenait à une autre personne. Je crois que j'ai enfin compris ma place dans cette famille. C'est bien, a dit Baudouin, se replongeant dans son assiette sans un remords. Assure-toi que les dossiers complets du projet Neptune soient sur le bureau de Thibaut demain matin à 8 heures. Et change le nom. Neptune, c'est trop académique, trop poussiéreux. On l'appellera Vision T. Je n'ai pas répondu. J'ai tourné les talons et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Le silence était ma seule arme pour l'instant. Dans la voiture, seule dans le noir, entourée par la tempête, je n'ai pas pleuré. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches, prêtes à craquer. Une erreur. Une complication. Très bien. S'ils voulaient une complication, j'allais leur en donner une qu'ils n'oublieraient jamais, une complication fatale. Le lendemain matin, l'ambiance au siège social du Havre était électrique. La conférence annuelle des actionnaires avait lieu dans le grand auditorium vitré qui donnait sur les bassins. C'était le jour du sacre de Thibaut, le couronnement du petit prince. Je me suis assise au fond de la salle, dans l'ombre, invisible, comme il le voulait. Sur l'écran géant, le visage de mon père est apparu, fier, arrogant, dominateur. Il a présenté Thibaut comme le visionnaire, le génie qui allait propulser l'entreprise dans le XXIe siècle. Et puis, mon frère est monté sur scène. Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des employés ici présents. Il a commencé à parler, et mon estomac s'est noué douloureusement. Il présentait mon projet. Mes diapositives. Mes graphiques. Mes mots. Sauf qu'il avait maladroitement remplacé chaque occurrence de projet Neptune par Vision T. Le pire n'était pas le vol intellectuel. Le pire, c'était l'incompétence crasse. Thibaut bafouillait, lisait ses fiches sans comprendre. Il a confondu le retour sur investissement avec la marge brute, une erreur de débutant. Il a sauté toute la partie technique sur la sécurité des conteneurs réfrigérés, la partie la plus cruciale et innovante, la qualifiant de détails techniques mineurs sans importance. Grâce à Vision T, a-t-il lancé avec un sourire éclatant et vide, nous allons réduire les coûts de maintenance de 40%. La salle a applaudi poliment. Les actionnaires, des vieux amis de mon père pour la plupart, hochaient la tête avec approbation, charmés par la jeunesse. Mais moi, je savais. Je savais que pour réduire les coûts de 40%, il fallait supprimer les contrôles de sécurité redondants. C'était dangereux. C'était irresponsable. C'était criminel. Mais personne ne posait de questions. Ils étaient éblouis par le spectacle de la dynastie. J'ai regardé le chat interne de l'entreprise sur mon téléphone, dissimulé sous la table. Les employés, eux, les vrais travailleurs, n'étaient pas dupes. 40%? Il est fou? On va avoir des accidents majeurs, écrivait un chef d'équipe des docks. C'est le projet de Clarisse, non? Pourquoi c'est lui qui présente? Demandait un autre ingénieur. C'est une catastrophe annoncée, répondait un troisième. Je voulais hurler. Je voulais me lever, monter sur l'estrade et crier à l'imposture, dénoncer ce vol. Mais la voix de ma mère résonnait dans ma tête, comme un poison, sois sage. Connais ta place. Ne fais pas de scandale. J'ai compris à ce moment-là que la vérité seule ne suffisait pas. Ils avaient le pouvoir, l'argent et la scène médiatique. Pour les battre, je ne pouvais pas simplement lever la main et objecter comme une écolière. Je devais les laisser avancer, les laisser se détruire eux-mêmes par leur propre arrogance. Thibaut a fini sa présentation sous une ovation debout. Mon père lui a donné une accolade virile, les yeux brillants. Ma mère essuyait une larme imaginaire avec un mouchoir en dentelle. Il formait le tableau parfait, idyllique d'une dynastie triomphante. Et moi? J'étais le fantôme dans la machine, l'erreur qu'on cache sous le tapis. J'ai quitté la salle avant la fin, le cœur battant non plus de tristesse, mais d'une résolution glaciale et inébranlable. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un cauchemar au ralenti,
une descente aux enfers pour l'entreprise que j'aimais. Thibaut, ivre de son nouveau pouvoir absolu, a commencé à optimiser l'entreprise selon sa vision simpliste. Ce qui signifiait, dans son langage limité, couper tout ce qui coûtait de l'argent, sans comprendre les conséquences systémiques. Il a annulé notre contrat avec notre fournisseur historique de pièces détachées pour les moteurs de réfrigération, une entreprise allemande fiable avec qui nous travaillons depuis 20 ans, pour signer avec un fournisseur obscur basé en Europe de l'Est. J'ai fait des recherches discrètes. Le nouveau fournisseur appartenait à une société écran liée à un de ses amis de poker. Les pièces étaient moitié prix, oui, mais elles n'avaient aucune certification de sécurité européenne valide. C'était de la contrefaçon. Je suis allé voir mon père dans son bureau. Je devais essayer, pour la forme, pour ma conscience professionnelle, pour les employés. Papa, ces nouveaux compresseurs sont instables, lui ai-je dit, posant le rapport technique accablant sur son bureau en bois précieux. Si un conteneur lâche en plein Atlantique, on perd la cargaison. Pire, ça peut prendre feu et embraser le navire. Baudouin n'a même pas levé les yeux de son journal économique. Tu es jalouse, Clarisse. C'est la jalousie. Thibaut fait preuve d'initiative entrepreneuriale. Il a économisé 200 000 € en une semaine. Toi, tu n'as jamais fait ça en 10 ans. Ce n'est pas une économie, c'est un pari mortel. Ai-je insisté, ma voix tremblant de frustration. C'est dangereux. On joue avec la sécurité. Ça suffit. A-t-il aboyé en frappant du poing sur la table. Je ne veux plus entendre tes critiques mesquines et aigries. Retourne à ton bureau et laisse ton frère diriger comme un homme. Ou peut-être que tu préférerais démissionner maintenant? J'ai serré les dents jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Non, Monsieur le Président. Ghislaine m'a envoyé un email plus tard dans la journée, court et tranchant, arrête de harceler ton frère. Tu donnes l'impression d'être hystérique et désespéré. Fais preuve d'un peu de grâce féminine. La grâce. C'était leur mot préféré pour dire soumission totale. Mais la catastrophe que j'avais prédite n'a pas mis longtemps à arriver. Ce n'était pas une question de si, mais de quand. Et quand est arrivé un jeudi matin pluvieux, 10 jours plus tard, le destin a frappé. L'alerte est tombée à 6 heures du matin, réveillant tout le service logistique. Un de nos plus gros clients, une chaîne de supermarchés de luxe parisienne, a reçu une cargaison de fruits de mer et de crustacés en provenance d'Asie. Valeur, 2 millions d'euros. À l'arrivée au Havre, lors de l'ouverture des conteneurs, l'horreur. Tout était pourri. Une bouillie infâme. Les nouveaux compresseurs bon marché de Thibaut avaient lâché après 3 jours en mer, incapables de tenir la distance. La température dans les conteneurs était montée à 20 degrés. L'odeur, m'a-t-on rapporté, était insoutenable, une puanteur de mort qui a infesté tout le quai. À 8 heures, j'ai été convoqué d'urgence dans le bureau de mon frère. Mes parents étaient là aussi, visage fermé. L'ambiance était lourde, funèbre. Thibaut était pâle, livide même, la sueur perlant sur son front. Il ne souriait plus. Son assurance de façade s'était effondrée. On a un problème majeur, a dit Baudouin, le visage rouge de colère retenue. Le client est furieux, il menace de nous poursuivre et de rompre le contrat cadre. Ça va faire les gros titres de la presse économique. Je vous avais prévenu, ai-je dit calmement, sans triomphalisme, juste avec fatigue. Ne commence pas avec tes je vous l'avais bien dit. A crié Thibaut, hystérique. C'est de la faute de la maintenance. Ils n'ont pas vérifié les branchements. C'est tes gars qui ont merdé. Les branchements étaient parfaits, ai-je répliqué froidement. C'est le matériel qui est défectueux. Ton matériel le coste. Ta décision. C'est là que Ghislaine s'est levée. Elle a contourné le bureau avec élégance et est venue se placer devant moi. Elle a posé ses mains manucurées sur mes épaules, un geste qui se voulait affectueux mais qui ressemblait à la prise d'un prédateur avant la mise à mort. Clarisse, ma chérie, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à une enfant simplette. La situation est grave. Très grave. Si on apprend que c'est une décision stratégique de la direction, l'image de Thibaut sera ruinée avant même qu'il ne commence vraiment son mandat. Les actionnaires perdront confiance, l'action va chuter. Et ai-je demandé,
sentant le piège se refermer sur moi. Et donc, a continué ma mère sans ciller, nous avons besoin que tu nous aides par amour pour cette famille. Nous avons besoin que quelqu'un prenne la responsabilité. Une erreur opérationnelle isolée. Un oubli de validation technique de ta part. J'ai reculé, incrédule, repoussant ses mains. Vous voulez que je dise que c'est ma faute? Que je me sacrifie? C'est logique, a intervenu Baudouin, pragmatique. Tu es la directrice des opérations. C'est ton département après tout. Si tu signes ce rapport admettant la négligence humaine, l'assurance paiera les dégâts. Thibaut restera propre et intouchable. Et nous nous occuperons de toi financièrement. Une petite mise à pied discrète, quelques mois de vacances payées aux Seychelles, et tu reviendras quand ça se sera tassé, dans un autre rôle. Ils me demandaient de me suicider professionnellement pour sauver l'ego fragile de leur fils prodige. Ils voulaient que je sacrifie ma réputation, mon intégrité, tout ce que j'avais construit en 10 ans, pour nettoyer les dégâts de leur visionnaire de pacotille. J'ai regardé Thibaut. Il évitait mon regard, fixant ses chaussures italiennes pointues. Il était lâche jusqu'au bout, incapable d'assumer ses actes. Non, ai-je dit. Le mot a claqué dans la pièce comme un coup de fouet. Quoi? A sifflé Ghislaine, ses yeux se rétrécissant. Non. Je ne signerai pas ce mensonge. C'est sa décision. C'est sa faute. Qu'il assume comme un homme. Le visage de ma mère s'est durci instantanément. Le masque de bienveillance a disparu, laissant place à une laideur morale effrayante. Tu es une égoïste, Clarisse. Une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après l'éducation qu'on t'a payée. Alors tu ne nous laisses pas le choix, a dit Baudouin d'une voix glaciale, presque robotique. Il a sorti une feuille de papier de son tiroir verrouillé. Nous avions préparé ça, au cas où tu serais, non coopérative et déloyale. Il a posé la feuille devant moi sur le bureau. C'était une lettre de licenciement pour faute lourde. Mais ce n'était pas le pire. En dessous, il y avait un bon de commande pour les compresseurs défectueux. Et au bas de la page, il y avait ma signature. J'ai écarquillé les yeux, le souffle coupé. C'est un faux. Je n'ai jamais signé ça. Je l'ai refusé 3 fois. C'est ta signature numérique certifiée, a dit Thibaut avec un petit sourire retrouvé, vicieux. Il semble que tu aies validé cette commande depuis ton terminal il y a 2 semaines. Les logs le prouvent. Ils avaient usurpé mon identité. Thibaut avait utilisé mes codes d'accès qu'il avait exigés au nom de la transparence et de l'audit la semaine dernière pour passer la commande en mon nom. Il m'avait piégé avec préméditation. Si tu ne démissionnes pas immédiatement et n'acceptes pas le blâme public, a dit Baudouin, nous publierons ce document. Nous te poursuivrons au pénal pour fraude interne, corruption et mise en danger d'autrui. Tu ne retrouveras jamais de travail dans ce secteur, ni en France, ni ailleurs en Europe. Nous te briserons. Je tremblais de tout mon corps. C'était monstrueux. C'était ma propre famille. Ils étaient prêts à me détruire, à m'envoyer en prison peut-être, juste pour protéger l'image dorée de leur fils incompétent. Vous êtes des monstres, ai-je murmuré, les larmes de rage montant aux yeux. Nous sommes des pragmatiques qui protègent le patrimoine, a corrigé Ghislaine froidement. Tu as 5 minutes pour vider ton bureau. La sécurité t'accompagnera jusqu'à la sortie. Ne parle à personne. 2 gardes de sécurité, des hommes costauds que je connaissais, que je saluais tous les matins depuis 10 ans, sont entrés. Ils avaient l'air gênés, regardant le sol, mal à l'aise. Désolé, Madame Clarisse, a murmuré l'un d'eux. Ordre direct de la direction. Nous n'avons pas le choix. J'ai été escortée hors de l'immeuble comme une criminelle dangereuse, devant tout le monde. Sarah, ma secrétaire fidèle, pleurait en me voyant passer encadrée par les gardes. Les autres employés baissaient les yeux, terrorisés. J'ai traversé le hall en marbre que j'avais fait rénover, le cœur en miettes, la tête haute par pure fierté, refusant de m'effondrer devant eux. Dehors, il pleuvait encore. Toujours cette pluie du Havre, froide et pénétrante, qui semblait pleurer avec moi. Je me suis retrouvée sur le trottoir humide, avec pour seul bagage mon sac à main et une petite plante verte que j'avais sauvée de mon bureau. J'avais tout perdu. Mon travail,
ma réputation, ma famille, mon passé. Ils pensaient m'avoir tuée. Ils pensaient que j'allais disparaître, honteuse, et les laisser gagner. Mais en regardant la tour de verre et d'acier où siégeaient mes bourreaux, une pensée m'a traversée, claire et tranchante comme une lame de rasoir. Une pensée qui n'était pas de la tristesse, mais une froide promesse de guerre. Ils avaient oublié une personne dans leur équation. Une personne qui détestait l'injustice et la bêtise encore plus que moi. Ma grand-mère, Solange. Et ils avaient oublié ce qu'elle m'avait laissé en secret. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appartement moderne avec vue sur les docks industriels. J'ai fermé les rideaux. J'ai débranché mon téléphone fixe. J'ai éteint mon portable pour ne pas voir leurs messages ou ceux des collègues. Pendant 3 jours, je suis restée dans le noir. Je n'ai parlé à personne. J'ai laissé la colère, le chagrin et la trahison me traverser, comme une fièvre violente qu'il faut laisser brûler pour guérir et purifier le corps. Le 4e jour, je me suis levée avec le soleil. J'ai pris une douche glacée pour réveiller mes sens. J'ai fait du café noir, très fort. Et j'ai ouvert le petit coffre-fort caché sous une latte de parquet amovible dans ma chambre, un endroit que personne ne connaissait. À l'intérieur, il y avait une enveloppe en papier craft vieilli, scellée à la cire rouge marquée du sceau familial. L'écriture dessus était fine, anguleuse et ferme, pour Clarisse. À n'ouvrir qu'en cas d'urgence absolue. C'était l'écriture de Solange, ma grand-mère paternelle. Elle était la véritable fondatrice de l'entreprise. C'était elle qui avait commencé avec un seul camion de poissons pourris après la guerre, conduisant elle-même sur les routes bombardées. Baudouin n'avait fait qu'hériter d'un empire déjà bâti. Solange avait toujours su qui était son fils. Elle le trouvait faible, vaniteux, influençable. Et elle détestait Ghislaine, qu'elle appelait la vipère en soi. Avant de mourir, il y a 5 ans, elle m'avait convoquée à son chevet à l'hôpital. Ma petite, m'avait-elle dit en me serrant la main de sa poigne encore forte, ton père a l'ego d'un roi soleil mais le cerveau d'un moineau. Un jour, il essaiera de te briser parce que tu lui rappelles trop moi, parce que tu as ma force. Ce jour-là, souviens-toi de ce que je te laisse. Ne l'utilise pas par caprice. Utilise-le pour sauver ce que j'ai bâti. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts fébriles. À l'intérieur se trouvaient les statuts originaux de la holding familiale, la société mère qui contrôlait toutes les filiales. Baudouin et Thibault possédaient les actions ordinaires, celles qui donnaient le droit de vote au conseil, les dividendes, la gloire. Ils pensaient que c'était tout ce qui comptait. Mais Solange, dans sa sagesse paranoïaque, avait créé une catégorie spéciale d'actions, les actions de préférence de classe SS pour Solange. Ces actions ne donnaient pas de dividendes. Elles ne donnaient pas de siège visible au conseil. Mais elles donnaient un pouvoir unique, atomique, un droit de veto absolu sur tous les mouvements financiers supérieurs à 10 000 € en cas de gestion périlleuse avérée. Et ces actions, elle me les avait léguées à 100%. Mes parents, dans leur arrogance et leur hâte de toucher l'héritage, n'avaient jamais lu les petits caractères des annexes du testament. Ils pensaient que c'était juste des papiers sentimentaux sans valeur financière. J'avais le pouvoir de bloquer les comptes. J'avais le doigt sur le bouton nucléaire. Mais pour l'utiliser sans être attaqué en justice, il me fallait une preuve irréfutable de gestion périlleuse. L'incompétence de Thibault ne suffisait pas légalement. Il me fallait une preuve de fraude caractérisée. C'est là que mon téléphone personnel, celui que personne ne connaissait à part quelques intimes, a vibré sur la table. Un message crypté sur une application sécurisée. Il me demande d'effacer les traces du virement vers Monaco. J'ai peur. Aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. C'était Sophie, la chef comptable, une femme intègre que j'avais embauchée moi-même. J'ai rencontré Sophie à minuit, dans un dîner routier désert à la sortie de la ville, loin des regards indiscrets. Elle portait des lunettes noires et un foulard, terrorisée, regardant par-dessus son épaule. Sophie était une mère célibataire avec 2 enfants en bas âge. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, mais elle ne voulait pas être complice de crime. Il est fou, Clarisse, chuchota-t-elle en me glissant une clé USB sous la table grasse. Thibault a des dettes de jeu colossales. Énormes. Il a perdu gros au poker en ligne. Il a créé une fausse société de conseil au nom de son ancien colocataire d'université.
Il siphonne l'argent de l'entreprise pour se renflouer. 500 000 € rien que cette semaine. Et ton père a signé les autorisations de virement pour couvrir son fils. J'ai serré la clé USB dans ma main, sentant le métal froid contre ma peau. C'était ça. La preuve. Le pistolet fumant. Non seulement ils avaient volé mon travail, mais ils pillaient l'entreprise que ma grand-mère avait construite de ses mains, brique par brique. Et le document avec ma signature pour les compresseurs ? Ai-je demandé. C'est Thibaut, confirma Sophie, les larmes aux yeux. Il a utilisé un logiciel de retouche graphique. J'ai gardé les logs du serveur qui prouvent que la commande a été passée depuis son adresse IP personnelle, à une heure où tu étais en réunion officielle avec les douanes. Tu as un alibi en béton. Tu es une brave, Sophie, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Tiens bon encore un peu. Ne signe rien de plus. Fais semblant d'être malade demain, reste chez toi avec tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés de peur et d'espoir. J'ai souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, un sourire de loup. Je vais faire ce qu'ils m'ont appris. Je vais être pragmatique. Je vais sauver l'entreprise en la tuant temporairement. Je suis rentré chez moi et j'ai passé la nuit blanche à compiler le dossier. Les virements vers Monaco, les fausses factures de conseil, la falsification de signatures, et le rapport d'expertise accablant sur les cargaisons pourries. Tout était là. C'était un château de cartes fragiles, et j'avais le souffle puissant pour le faire tomber. Mais je ne voulais pas juste les dénoncer à la police tout de suite. Je voulais qu'ils ressentent la peur. Je voulais qu'ils ressentent l'impuissance totale que j'avais ressentie à ce dîner. Je voulais les paralyser. Le lundi matin est arrivé. C'était le jour des paix. Le jour où les fournisseurs étaient réglés. Le jour où les navires devaient être ravitaillés en carburant pour repartir. C'était le sang de l'entreprise qui devait circuler. Il était 8h59. J'ai inséré ma clé d'authentification bancaire spéciale, celle liée aux actions de classe S de ma grand-mère, que je n'avais jamais utilisée dans mon ordinateur. L'écran a clignoté, demandant mes données biométriques. Accès administrateur suprême autorisé. Bienvenue, Madame Clarisse Valois. Le bouton était là, virtuel, rouge et simple. Geler les actifs. J'ai pensé à mon père me traitant d'erreur. J'ai pensé à ma mère me disant de connaître ma place. J'ai pensé à Thibaut riant en présentant mon projet volé. À 9h précises, j'ai cliqué. L'écran a affiché un message sobre, confirmation. Tous les comptes sortant de la holding groupe Valois sont gelés. Motif, article 14b, suspicion de malversation grave. Seul l'administrateur de classe S peut lever le gel. J'ai refermé mon ordinateur portable doucement. Le silence dans mon appartement était absolu, paisible, mais je savais qu'à quelques kilomètres de là, dans la tour de verre, l'enfer était en train de se déchaîner. Je me suis fait un thé au jasmin. J'ai pris un livre. J'ai attendu. Cela a commencé doucement, comme une marée montante. Vers 10h30, les premiers messages inquiets sur les réseaux sociaux internes sont apparus. Des employés se plaignaient que leur virement de salaire n'était pas arrivé sur leur compte. Puis, vers midi, c'est devenu plus sérieux. Un capitaine de navire a posté une vidéo furieuse depuis Rotterdam, son cargo était bloqué à quai, séquestré par les autorités portuaires parce que la carte carburant de la compagnie avait été refusée pour défaut de paiement. À 14h, mon téléphone personnel a commencé à sonner. Pas celui de mes parents, non. Ils ne savaient pas encore que c'était moi. C'était Sophie. Clarisse. C'est la panique totale ici. Cria-t-elle au téléphone, bien que je puisse entendre une note de jubilation refoulée dans sa voix. La banque a appelé le directeur financier. Ils disent que les comptes sont bloqués par une autorité supérieure interne. Baudouin hurle dans son bureau, il est tout rouge. Thibaut pleure presque, il ne comprend rien. Il pense que c'est une cyberattaque russe ou un audit fiscal surprise. Laisse-les mariner, Sophie, ai-je dit calmement. Laisse-les transpirer un peu. C'est bon pour la santé. Vers 16h, la vérité a dû éclater.
Le service juridique de la banque a dû leur envoyer la notification officielle par fax sécurisé, avec mon nom en toutes lettres comme titulaire des actions de préférence exerçant son droit de veto. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Papa ». J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis maman. J'ai laissé sonner. Puis Thibaut. J'ai laissé sonner. Ils ont laissé des messages vocaux. D'abord confus, incrédule. Clarisse, il y a une erreur informatique, la banque dit que c'est toi, appelle-nous vite pour régler ce bug. Puis colérique, autoritaire. Petite insolente. Débloque ça tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas nous ruiner. C'était Baudouin, la voix tremblante de rage. Puis menaçant, vulgaire. Je vais te faire tuer. Je vais venir chez toi et te défoncer. C'était Thibaut, toujours aussi subtil et violent. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le soleil se coucher sur la mer, peignant le ciel de couleurs violentes. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais légère, libérée. Ils avaient l'argent, les titres ronflants, les bureaux panoramiques. Mais j'avais le robinet. Et je venais de couper l'eau en plein désert. À 19h, ma mère a envoyé un SMS. Pas de menace cette fois. Juste, s'il te plaît. On doit parler. C'est la famille. Ne fais pas ça au tien. J'ai ri. Un rire sec, sans joie, un rire de survivante. La famille. Ce mot magique qu'ils utilisaient comme un bouclier quand ça les arrangeait, et comme une épée quand ils voulaient me blesser. J'ai répondu, la famille est une erreur de parcours, maman. Je ne fais que corriger l'erreur, comme papa le voulait. Le lendemain, mardi, l'entreprise était à l'arrêt total. Une paralysie complète. Sans argent liquide pour payer le carburant, les taxes portuaires ou les fournisseurs de nourriture, la flotte mondiale était immobilisée. Chaque heure d'arrêt coûtait des dizaines de milliers d'euros de pénalités. Les clients appelaient pour annuler les contrats et menacer de procès. Les actions en bourse, celles qu'ils possédaient et qui faisaient leur fortune, étaient en chute libre, perdant 20% de leur valeur en une matinée. Le grand visionnaire Thibaut avait disparu. On m'a dit qu'il s'était enfermé dans les toilettes privées du bureau exécutif et refusait d'en sortir, pris de panique. Baudouin essayait de négocier avec le directeur de la banque, hurlant au téléphone, mais sans ma signature électronique, la banque était légalement pieds et poings liés. Les statuts rédigés par grand-mère Solange étaient en béton armé, inattaquables. J'ai passé ma journée à préparer la phase finale, le coup de grâce. J'ai appelé un avocat spécialisé en droit des affaires, un homme redoutable surnommé le requin, et j'ai contacté la brigade financière de la police judiciaire. Je leur ai envoyé le dossier complet que Sophie m'avait aidé à constituer. Le mercredi matin, j'ai reçu une lettre par coursier express. Une mise en demeure de leurs avocats de famille. Ils menaçaient de me poursuivre pour sabotage industriel et abus de pouvoir. C'était pathétique. C'était le rugissement d'un lion édenté et mourant. J'ai décidé qu'il était temps d'en finir. J'ai envoyé un email formel au conseil d'administration, pas à mes parents, mais aux autres membres indépendants, des investisseurs sérieux. Objet, solution immédiate à la crise actuelle. Contenu, je détiens les clés du déblocage. Je détiens les preuves de la fraude massive orchestrée par la direction actuelle qui a causé ce gel. Je convoque une assemblée générale extraordinaire demain à 10h précises. Si Thibaut et Baudouin sont présents, je débloquerai les fonds, après avoir parlé et présenté les faits. Ils n'avaient pas le choix. C'était ça ou la faillite totale et la liquidation judiciaire avant la fin de la semaine. La nuit avant la réunion, je n'ai pas dormi. J'ai repassé mon meilleur tailleur, un ensemble noir impeccable, coupe stricte. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne voyais plus la fille apeurée qui cherchait l'approbation de papa. Je voyais la PDG que j'étais née pour être. Je voyais la petite fille de Solange, prête au combat. Juste avant la réunion, alors que je garais ma voiture sur le parking visiteur, mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était Ghislaine. Cette fois, j'ai décroché. Je voulais entendre sa voix. Je voulais entendre la peur brute. Clarisse, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, brisée.
C'était la première fois de ma vie que j'entendais ma mère perdre son sang-froid légendaire. Arrête ça, je t'en supplie. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Tout ce que ton grand-père a construit. Grand-mère, ai-je corrigé sèchement. C'est grand-mère Solange qui a tout construit. Et vous êtes en train de le piller et de le détruire pour payer les dettes de jeux sordides de Thibaut. Il y a eu un silence pesant au bout du fil. Elle savait que je savais. Le bluff était terminé. On peut s'arranger, a-t-elle supplié, sa voix devenant aiguë. Thibaut, il a fait des erreurs de jeunesse. Il est jeune, il a été mal conseillé. On peut l'envoyer en cure de désintoxication. On peut te redonner ton poste. Avec une augmentation substantielle. Double salaire. Des stock options. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, tout est négociable. Je ne veux pas de ton argent sale, maman, ai-je dit doucement. Alors quoi? Tu veux nous voir ruinés? Tu veux voir ton père, un vieil homme malade, en prison? C'est ça que tu veux? Tu es prête à sacrifier ta propre chair et ton sang pour une vengeance? Vous m'avez sacrifié pour 200 000 € et l'ego d'un idiot, ai-je répondu avec une froideur polaire. Ne me parle pas de chair et de sang. Vous m'avez traité d'erreur. Eh bien, l'erreur est en train de corriger l'équation mathématique. Clarisse, je t'en supplie. Elle pleurait maintenant. Des vrais pleurs de désespoir, la mort vous nez. Ils vont nous saisir la maison de Sainte-Adresse. Le club, nos amis, on sera la risée de la ville entière. On ne pourra plus sortir. C'était ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas l'entreprise ou les employés qui l'inquiétaient. C'était son statut social. C'était les regards de ses amis au country club. C'était la honte publique. Mets ta plus belle robe, maman, ai-je dit. Et n'oublie pas tes perles. On se voit en salle de réunion. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus du tout. J'étais de glace, prête à frapper. Je suis arrivée au siège social à 9h55. Cette fois, la sécurité ne m'a pas arrêtée. Au contraire, le chef de la sécurité m'a ouvert la porte avec un respect craintif, s'inclinant presque. Il savait qui tenait le chéquier maintenant. Il savait qui était la vraie patronne. Je suis entrée dans la salle de conseil. Ils étaient tous là. Les 12 membres du conseil, visages graves. Baudouin était assis en bout de table, gris, voûté, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Il respirait difficilement. Ghislaine fixait ses mains, ses yeux rouges et bouffis cachés derrière des lunettes de soleil noires énormes. Thibaut. Thibaut avait l'air d'un enfant pris la main dans le sac de bonbons, suant abondamment dans son costume trop cher, regardant partout sauf vers moi. Quand je suis entrée, le silence s'est fait instantanément. Un silence lourd, épais, religieux. Je n'ai pas pris ma place habituelle au fond, celle de l'observatrice. Je suis allée directement à l'autre bout de la table, face à mon père. Je suis restée debout, dominant l'assemblée. Ouvrez les comptes, Clarisse, a croassé Baudouin, sa voix faible et cassée. On a assez joué à ce petit jeu. Ce n'est pas un jeu, ai-je dit, ma voix portant dans toute la salle. J'ai sorti la clé USB et je l'ai connectée à l'ordinateur de projection centrale. Ceci est un audit forensique complet des 6 derniers mois. L'écran géant s'est allumé. Des tableaux Excel, des relevés bancaires scannés, des preuves accablantes. Voici les 4 millions d'euros détournés par Thibaut vers des comptes offshore aux Caïmans et à Monaco, ai-je expliqué calmement, pointant le laser rouge sur les lignes surlignées. Des murmures d'horreur et de stupéfaction ont parcouru la salle. Les administrateurs indépendants regardaient Thibaut avec une fureur non dissimulée. Voici la fausse commande de compresseur défectueux qui a coûté notre contrat avec Carrefour Luxe, ai-je continué implacablement. Et voici. J'ai affiché le log du serveur informatique. La preuve technique irréfutable que ma signature a été falsifiée numériquement depuis le poste de travail personnel de Thibaut, avec l'assentiment tacite du président ici présent. C'est un mensonge. A crié Thibaut, se levant d'un bond, renversant sa chaise. Elle a tout fabriqué. C'est une sorcière. Elle veut ma place. Assieds-toi, imbécile. A rugi un des actionnaires majoritaires, un vieil ami de la famille qui semblait dégoûté.
Tu nous as assez humiliés. Je me suis tournée vers mon père, le regardant droit dans ses yeux éteints. En vertu de l'article 14 B des statuts de Solange Valois, je déclare la direction actuelle incompétente, corrompue et criminelle. Je demande la destitution immédiate de Baudouin et Thibault Valois de toutes leurs fonctions exécutives et le remboursement intégral des sommes volées. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré Baudouin, une larme coulant sur sa joue flasque. Je suis ton père. Je t'ai donné la vie. Non, ai-je dit, impitoyable. Tu es l'homme qui m'a traité d'erreur devant un gigot d'agneau. Tu es l'homme qui m'a jeté au loup. Et aujourd'hui, je prends la place qui m'était due, non par le sang, mais par le mérite. J'ai fait un signe de tête discret vers la porte du fond. 2 officiers de la police judiciaire en civil sont entrés. Je les avais prévenus. La fraude était trop massive pour rester une affaire interne. Monsieur Thibault Valois ? A dit l'inspecteur en montrant son badge. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée. Veuillez nous suivre. Le cri perçant que ma mère a poussé à ce moment-là, un hurlement de bête blessée voyant son petit arraché, me hantera peut-être la nuit, mais il ne me fera jamais regretter. La chute a été brutale, totale et spectaculaire. Thibault a été menotté et emmené devant tout le conseil d'administration. Il pleurait comme un bébé, morveux, appelant sa maman à l'aide. Une image pathétique qui a détruit en une seconde toute l'image de leader fort et charismatique qu'ils avaient essayé de construire à coups de millions en relations publiques. Baudouin n'a pas été arrêté ce jour-là, à cause de son âge avancé et de sa santé précaire, mais sa réputation a été anéantie, pulvérisée. Le Conseil a voté à l'unanimité sa destitution immédiate. Il a été forcé de prendre une retraite anticipée sans indemnité, car sa complicité avérée dans les détournements de fonds annulait son parachute doré. Il partait sans rien, ou presque. Ghislaine, pour elle, la punition a été sociale, ce qu'elle redoutait le plus. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la haute société du Havre et de Paris. Le scandale, la fraude, l'arrestation de son fils chéri. Le téléphone a cessé de sonner. Les invitations au gala de charité ont disparu. Elle s'est retrouvée seule dans son grand manoir vide et froid, avec un mari amer, malade, et un fils en détention provisoire à la prison de Rouen. Moi ? J'ai dégelé les comptes 5 minutes après le vote du Conseil. J'ai cliqué sur le bouton vert. L'argent a circulé à nouveau. Les salaires ont été versés avec une prime de retard. Les navires sont repartis. J'ai été nommé PDG par intérim, puis confirmé officiellement un mois plus tard à l'unanimité. J'ai réembauché Sophie comme directrice financière avec une augmentation conséquente. J'ai viré tous les parasites incompétents que Thibault avait placés. J'ai rappelé notre fournisseur allemand et je me suis excusé personnellement, renégociant le contrat sur la base de la confiance et de la transparence. 6 mois plus tard, l'entreprise affichait des bénéfices records. Le projet Neptune que j'ai renommé projet Solange en hommage à celle qui m'avait sauvé a été un succès mondial. Nous étions devenus la référence européenne en logistique automatisée. Un jour, j'ai croisé mon père en ville, sur le front de mer. Il était en fauteuil roulant, poussé par une infirmière payée. Il avait eu une petite attaque cérébrale après le procès de Thibault, qui a pris 3 ans de prison dont 1 an ferme. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés un instant. J'ai cherché une trace de regret, d'excuse, d'amour peut-être. Mais je n'ai vu que de la haine pure. Il me détestait encore plus maintenant que j'avais réussi là où son fils adoré avait échoué lamentablement. Il me détestait parce que j'étais la preuve vivante de son erreur de jugement. J'ai souri, un sourire triste mais apaisé, et j'ai continué ma route sans m'arrêter. Je n'avais plus besoin de son approbation. J'avais mon propre respect, et c'était suffisant. Aujourd'hui, je dirige l'empire familial, mais ce n'est plus l'empire de mon père. C'est le mien. C'est celui de Solange et le mien. J'ai changé la culture de l'entreprise. Ici, on ne promeut pas les gens par népotisme ou par nom de famille. On ne traite personne d'erreur. On valorise le travail, la compétence, la loyauté et l'intégrité. Je rentre parfois le soir dans mon appartement, je n'ai pas voulu de la grande maison familiale, je l'ai laissée à ma mère, c'est sa prison dorée maintenant, son mausolée. Je regarde la mer déchaînée du Havre et je pense à cette soirée,
à ce dîner sous la pluie. Ils voulaient me briser. Ils voulaient m'effacer. Mais ils ont oublié une loi fondamentale de la physique et de la vie, plus vous comprimez un ressort, plus il rebondit fort et haut quand vous le lâchez. Je ne suis pas une erreur. Je suis la conséquence inévitable de leurs actions. Je suis le karma qui est venu frapper à leur porte. Si vous traversez une période sombre, si votre famille, votre patron ou vos soi-disant amis vous font sentir que vous ne valez rien, écoutez-moi bien, ne les croyez pas. Jamais. Ne les laissez jamais écrire votre histoire à votre place. Parfois, il faut tout perdre, être jeté dehors sous la pluie glaciale, pour réaliser que vous aviez les clés du royaume dans votre poche depuis le début. La vengeance n'est pas toujours bruyante ou violente. Parfois, c'est juste un clic de souris, un silence bien gardé, et le courage de dire non quand tout le monde attend que vous disiez oui. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a donné un peu de force pour vos propres combats, laissez un j'aime sur cette vidéo, c'est très important pour nous et pour faire entendre cette voix. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice et de résilience. Nous sommes une communauté ici, et votre soutien compte énormément. Partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà pris une revanche éclatante sur quelqu'un qui vous a sous-estimé? Avez-vous déjà prouvé à tous qu'ils avaient tort? Je lirai toutes vos histoires avec attention. Prenez soin de vous, croyez en vous, et à bientôt.